du Congo avec vous, Ousmane Diaye. Ousmane, vous êtes rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde. Vous étiez la semaine dernière en RDC. Première question, quel bilan tirez-vous de cette journée d'élection tant attendue? Anthony Fouchard parlait tout à l'heure de chaos logistique. Pour 2 ans de report, de paralysie, de répression avec son cortège de morts, pour une élection aussi chaotique, c'est une catastrophe pour la République démocratique du Congo. Plus d'1 million d'électeurs exclus dans l'Est, des bureaux de vote sans liste électorale ou machine à voter, une procédure de vote assez complexe avec la machine à voter qui exclut beaucoup de Congolais. Beaucoup de Congolais sont exclus de ce scrutin. À l'évidence, parce qu'ils ne peuvent pas lire, tout simplement. Parce qu'ils ne peuvent pas lire, parce qu'ils sont, c'est l'un des pays qui compte l'un des taux les taux d'analphabétisme les plus élevés au monde. Et la machine à voter se fait, il faut pouvoir écrire pour voter. Donc, quelle que soit l'issue du vote, tous les éléments sont réunis pour douter du résultat. Est-ce que ce scrutin reflètera la réalité des forces politiques dans le pays? Est-ce que ce scrutin reflètera le choix des Congolais? Le doute est plus que permis. On a l'impression que cette journée s'inscrit dans une sorte de course au chaos. Finalement, une course que rien n'a pu arrêter, ni les médiations internationales, ni la révolte des Congolais. Et on s'achemine inévitablement vers une seconde phase de la crise politique que vit le Congo depuis 2 ans. Alors, on a vu tous ces dysfonctionnements. Ça pose aussi la question du fonctionnement des institutions dans le pays. Fondamentalement, cette élection congolaise pose une question capitale et majeure pour le continent africain. Comment organiser des élections dans des pays où les institutions ne fonctionnent pas, ne sont pas viables, ne sont pas fiables, sont totalement disloquées, et puis, qui plus est, il faut aider à la personne du président. Quand vous prenez le Congo, Joseph Kabila, pendant 2 ans, tout le débat, toute la crise a tourné autour de la personne du président Joseph Kabila. Comme si à travers cette élection ne se jouait pas le destin d'un pays ou le destin d'un peuple, mais le destin d'un homme. Et c'est très caractéristique du niveau d'évolution. En tout cas, c'est un bon baromètre démocratique. Quand vous prenez Emmanuel Shadari, qui est le dauphin désigné, c'est la terminologie officielle de Joseph Kabila, je trouve que cette terminologie est assez parlante. Ici, on parle de désignation. Donc ça veut dire que cette façon de comprendre le jeu électoral laisse très peu de place finalement au suffrage universel, à la logique du suffrage universel, donc à la logique d'une élection libre et indépendante. On pouvait penser d'ailleurs à un scénario un peu à la russe, notamment entre le président Poutine et son Premier ministre Medvedev. On pensait par exemple à un Joseph Kabila qui pourrait se représenter lors de la prochaine élection. Non, on ne pense même plus, parce que Joseph Kabila lui-même l'a dit et répété dans plusieurs interviews, dans le Soir de Bruxelles et dans une interview à l'agence de presse Reuters, qu'il n'excluait pas de revenir. Ouais, là, on sent finalement qu'il y a l'élection, qui est quand même une sorte de rite institutionnel qu'il faut juste organiser, parce qu'on a besoin de desserrer la pression de la communauté internationale. Et puis il y a le jeu de pouvoir, le jeu de palais, qui finalement, on a la désagréable impression que c'est ce jeu-là finalement qui aura la primauté sur le suffrage universel. Cette journée d'élection, est-ce qu'au-delà de la responsabilité de l'État congolais, ce n'est pas aussi l'échec de la diplomatie internationale ? En tout cas, il y a au moins un double échec, clair et net. L'échec du processus de Genève, où il s'agissait de réunir l'opposition autour d'une candidature commune. Genève n'a été finalement que le révélateur d'une opposition qui est totalement en crise, qui en grande partie a les mêmes travers que le système qu'il dénonce. Deuxième échec, et à mon avis c'est l'échec le plus important et le plus révélateur, c'est celui de la diplomatie internationale et de la communauté internationale à placer ce scrutin sous surveillance. Il est quand même intéressant. Il y a eu le refus, il faut le rappeler, de l'État congolais, justement. Oui, d'accepter les observateurs de l'ONU, de l'Union européenne, et puis refus aussi du soutien logistique de la MONUSCO. La MONUSCO, quand même, qui est la mission des Nations Unies, qui est la plus coûteuse, la plus importante. L'ambassadeur de l'Union européenne a été exclu
la veille du scrutin. Et je pense que ça pose une vraie question, c'est-à-dire cette fragilité de la diplomatie internationale, il faut aussi le lier à la question des intérêts stratégiques. Le Congo est un pays qui est capital, on le sait, un intérêt stratégique économique et en termes de richesse. Et puis, et ça, c'est très important. Le Congo est traumatisé à travers son histoire par une ingérence, par des ingérences notamment de l'ancienne puissance coloniale belge. Et le régime Kabila, le système Kabila a habilement joué de ce traumatisme de l'ingérence coloniale pour verrouiller tout le système et au nom de la souveraineté nationale a réussi à écarter de ce scrutin tout type de surveillance internationale en dehors de l'Union africaine qui est présente. Et également aussi de l'Église, qui a envoyé aussi des observateurs. L'Église, oui, l'Église et la CIMOCEL, c'est de l'Observatoire national. Et heureusement dans ce système très verrouillé, l'Église réussit à être finalement le vrai contre-pouvoir aujourd'hui au Congo. Merci Ousmane Diaye pour ces explications.